Ce n'est pas facile de raconter la musique. Salut mon vieux, tu me reconnais? Hein? C'est à quoi tu parles là? Quel est le rôle des femmes dans ce monde d'hommes? Amuser, et puis on prendra le pouvoir quelque part. Moi je veux le pouvoir maintenant, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Madame Martine Huon, responsable du service Public Factory, Chair et de la Fondation Sciences Po Lyon. Aujourd'hui notre but dans ce podcast c'était de vous présenter la vision de femmes de Sciences Po sur leur travail et sur la place d'une femme dans leur métier. Moi, je suis une ancienne étudiante de Sciences Po Lyon. Avant d'être diplômée de Sciences Po Lyon, ce qui est important de comprendre dans mon parcours, c'est que moi, je viens d'un milieu très précaire. Mon papa, il était agriculteur dans la Nièvre, donc au cœur de la Bourgogne, diagonale du vide. On est dans un territoire extrêmement rural, avec une grande famille. Je viens d'une fratrie de 4 frères et sœurs, donc milieu précaire, rural, et je crois que c'est très déterminant dans mon parcours de savoir d'où je pars pour savoir un petit peu ce qui m'a menée dans une métropole comme Lyon pour faire mes études et ensuite y travailler. C'était pas du tout inné de me projeter à Sciences Po vu le milieu d'où je viens et surtout en étant née fille. Dans le milieu rural, l'enseignement supérieur, c'est pas quelque chose qui était connu à la maison et c'est un marqueur pareil du milieu d'où je viens. Être née fille en milieu précaire, faire des études supérieures, ça effraie. En tout cas, moi, j'ai eu le sentiment que les professions vers lesquelles je devais m'orienter quand j'étais collégienne puis lycéenne, c'était plutôt des professions vers l'aide sociale, les aides familiales. Par exemple, moi, j'étais persuadée, quand on m'a dit que je devais aller en seconde générale, que j'allais courir à l'échec. Et en seconde générale, j'ai trouvé ça difficile. Par exemple, j'ai une copine qui était brillante, qui en fin de troisième n'a pas pu terminer, aller au lycée avec nous parce qu'elle a été mariée. Enfin, vous voyez le truc. Quand on est dans ce bain-là, en fait, on se projette assez difficilement quand même vers des études quand on voit que des personnes brillantes peuvent avoir un parcours qui est complètement haché, soit parce que il y a des traditions, soit parce qu'il y a aussi beaucoup de précarité. Mais en fait, j'ai été bien entourée, bien poussée, et mes parents m'ont un peu botté les fesses en disant il faut que tu fasses des études, il faut que tu réalises la chance que nous, on n'a pas pu réaliser, qu'on n'a pas pu concrétiser. J'ai fait un bac économique et social, et ensuite, j'ai un prof au lycée qui m'a découragée de passer Sciences Po en disant mais mademoiselle, vous n'y arriverez jamais, vu d'où vous venez. J'ai tenté Sciences Po Lyon et puis je l'ai eu, j'y suis rentrée. Ma scolarité s'est plutôt bien passée, même si j'ai trouvé... Alors la prépa m'avait quand même bien préparée à ça, mais ce qui m'a choquée au-delà de parfois, effectivement, pendant les études, de certains événements, de certains comportements aussi, les moments d'intégration, les moments collectifs où être née fille peut se permettre un certain nombre de comportements qui sont complètement dégradants. Mais sinon, la scolarité à Sciences Po, moi j'ai découvert aussi justement la puissance parfois de ce qu'on appelle aujourd'hui la sororité. J'ai été, après Sciences Po, tout de suite embauchée par l'entreprise qui m'avait proposé un stage de fin d'études. C'est une entreprise de conseil qui faisait du conseil en politique publique d'insertion d'emploi, donc des évaluations de politique publique pour accompagner au mieux les demandeurs d'emploi pour trouver un travail, accompagner les territoires aussi à aider des entreprises qui recrutent à trouver les bonnes personnes au bon moment. Et puis je travaillais aussi pas mal sur les milieux innovants dans le domaine du numérique. Et j'ai fini ma thèse, j'ai quitté mon cabinet, ce qui n'a pas été simple, parce que c'était la première entreprise qui m'avait embauchée. C'était l'entreprise qui m'avait aussi donné ma chance, encore une fois, c'est pour ça que j'y reviens toujours, vu du milieu où je viens, de quitter cette entreprise. Ça a été un moment un peu fondateur où je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Et j'ai rejoint Sciences Po. Les organisations du travail que j'ai fréquentées jusqu'à présent, institutionnellement, je ne sentais pas qu'il y avait des différences de traitement entre les femmes et les hommes. Il y avait
peut-être une plus grande difficulté pour des collègues jeunes femmes comme moi de marquer leur volonté par rapport à d'autres collègues masculins. Donc ça veut dire que c'était vraiment à l'échelle individuelle que ça se jouait. Moi je me sentais quand même, je me sentais pressurisée, mais je le ressentais pas en lien avec mon genre, je le sentais plus soit par rapport à ma jeunesse, soit par rapport au fait, encore une fois, de pas me sentir à ma place, d'être, vous voyez, vraiment le syndrome de l'imposteur dans toute sa splendeur, mais qui est un syndrome, il me semble quand même, qui est très très féminin quand même. Parce qu'on attend de vous, en plus, je trouve, dans les organisations du travail, parfois, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais dans le milieu du conseil. Après, je trouve que c'est difficile. On a pu me reprocher, mais Martine, peut-être que c'est toi qui es trop fragile. Et ça, je crois que c'est important de l'entendre, parce qu'on l'entend dans plein de milieux professionnels. Déjà, ça ne devrait pas être tenu. Et ensuite, il y a vraiment la question de comment on éduque nos étudiants, nos étudiantes à ne jamais être dans ces postures-là. Et comment savoir y répondre. Mais pareil, je voulais tellement correspondre à cette image de la parfaite collègue. C'est ça aussi qu'on met dans la tête des petites filles quand on leur dit sois bonne à l'école, sois sage, écoute bien. C'est ça en fait. Okay. Donc j'avais entendu parler du poste et Sciences Po Lyon lançait une nouvelle initiative qui s'appelle la Public Factory, qui consiste à faire du lien entre le milieu académique et le milieu socio-économique et public, c'est-à-dire donner l'opportunité à des collectivités territoriales, des associations, des collectifs citoyens ou des entreprises qui travaillent sur le champ public, de voir leurs problématiques analysées, réfléchies, idéalement solutionnées par des étudiants et des étudiantes encadrés par des enseignants de Sciences Po. Donc mon travail, ça consiste à aller chercher des beaux projets autour de questions que se posent des acteurs publics. J'ai beaucoup aimé cette question sur les mouvements des droits des femmes. Alors d'abord, je me souviens très bien quand les premières affaires ont commencé de sortir sur les réseaux sociaux avec ce hashtag, j'ai ressenti un soulagement de me dire mais en fait c'est tellement énorme que ça éclate dans des sphères ultra médiatiques, alors même que tout le monde sait, on n'est pas obligé d'être star de cinéma pour savoir qu'il y a des violences sexuelles et sexistes, qu'on abuse des femmes absolument partout, dans tous les milieux, voilà. Et je me suis dit, c'est tellement énorme qu'enfin on va nous croire. Je me dis qu'à la fois, il y a des super avancées. Il y a des choses, en tout cas, moi, qui m'enthousiasment. Des choses qui commencent à bouger aussi sur le champ du travail, parce que c'est là où il y a beaucoup de cristallisation de tensions. Et à la fois, tous les débats ou tous les reculs sur l'IVG qui font ultra flipper. Donc à la fois des mouvements très forts qui donnent beaucoup espoir et des mouvements contraires qui font tout aussi peur. Comme quoi, il n'y a pas d'acquis, donc il faut continuer à être vigilante et à lutter, en fait. C'est une question de résistance. Par exemple, moi, quand j'étais étudiante, des collectifs comme Pamplemousse, où il y avait aussi Mademoiselle qui était super. Moi, à l'époque, ça n'existait pas, vous voyez. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Les sujets existaient, mais ils n'étaient pas autant portés et de manière aussi assumée. Moi, je vous dis, j'ai un petit garçon qui va avoir bientôt 3 ans. Vraiment, ça va être un défi pour moi d'être maman d'un petit garçon. Ce qui est important pour moi, mes convictions profondément féministes et le fait que j'élève un petit garçon. Donc, quelle est ma responsabilité à moi? Quelle est la responsabilité aussi collective? C'est pour ça que je parle vraiment d'action collective, d'éducation, mais de toutes les générations. Le rapport à l'autre, le rapport à soi, le rapport aux femmes quand on est petit garçon. Concernant ce qui existe à Sciences Po, alors moi je suis consciente que l'établissement s'est récemment saisi du sujet des violences sexuelles et sexistes avec le travail de Charlotte et Muriel là, sur la cellule égalité. Par rapport à mon vécu, moi à Sciences Po, donc effectivement, donc moi je suis responsable de service et du coup on a des réunions de responsables de service à Sciences Po pour faire le point sur les projets, les difficultés, etc. Donc tous les 15 jours. Et Charlotte, elle est là à toutes les réunions de responsables de service. En fait, rien que sa présence, pareil, on a une DRH, je trouve que ces présences-là, de savoir que ces personnes sont là, en tout cas moi, je me dis que si j'ai le moindre problème, maintenant, je me sentirais d'aller les voir.
en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. Même si on n'est pas enseignant, il faut savoir que les personnels administratifs, ils peuvent suivre des formations, ils peuvent... Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très volontariste derrière. Des conférences, des rencontres avec le CIDFF, enfin, il y a vraiment un truc, quoi. Okay. Ouais. Après, ça n'a jamais de caractère obligatoire, mais on y est fortement incité. Vous voyez, moi, c'est la première fois dans une organisation où je trouve qu'il y a une incitation aussi forte. Mais je crois que ça a été vraiment très lié, en effet, aux affaires Sciences Po, mais aussi face aux difficultés. Je pense qu'il y avait des collègues qui savaient pas quoi faire, en fait, confrontés à des situations. Moi, j'ai été confrontée une fois à une situation d'une étudiante qui est venue me voir, mais... j'ai essayé de l'écouter, de l'orienter vers la cellule égalité justement, et je me suis rendu compte mais que j'étais ultra en empathie, mais que en fait qu'est-ce que je fais, quoi, qu'est-ce que je peux faire. Être née fille, je crois que ça a une répercussion sur mon propre parcours, donc je crois que c'est sur les choix d'orientation, sur les postures, oser, pas oser, et l'autocensure, je l'ai ressenti à fond. Très jeune, mais par exemple, même encore maintenant, vous voyez, quand j'ai reçu le mail du service communication pour faire ce podcast-là, c'est tout la difficulté liée au syndrome d'imposture, en fait, dont je parlais, qui est confirmé, en fait, dans le sexisme ordinaire, d'être envoyé son corps, envoyé au fait d'avoir une voix qui porte plus ou moins, pas prendre trop de place pour qu'on nous fiche la paix, et à la fois de devoir prendre sa place parce que c'est ce qu'on exige de nous pour prendre des fonctions avec des responsabilités. Et c'est là aussi où je crois que collectivement... dans les organisations, que ce soit quand on est étudiant, quand on est salarié, agent, donner la possibilité à chacun, chacune de pouvoir s'exprimer pleinement, ça se travaille collectivement, je pense. Est-ce que j'ai déjà subi des comportements limites ou des difficultés Alors moi, comportement limite, ça m'est beaucoup arrivé quand j'étais étudiante, dans les jobs étudiants. Des hommes, quand vous êtes serveuse, que vous distribuez des flyers Place Bellecour, qui se permettent, au-delà des remarques, des gestes, ça m'est déjà arrivé. Mais après, plus tard, quand j'ai été dans mon autre boulot de consultante, ou même dans mon job actuel à Sciences Po, il y a un truc qui m'agace, qui reste, c'est le syndrome de l'éternel stagiaire. Quand vous êtes dans un milieu où il y a un nombre d'hommes plus important qu'un nombre de femmes. Je vous explique une illustration. Vous êtes dans une réunion, il y a que des hommes, et au moment où on se dit on se programme une prochaine date, tout le monde se retourne vers vous. Alors que vous n'êtes pas là au titre d'assistante pour programmer la réunion, mais vous êtes parfaitement contributrice à égalité de vos collègues masculins. Ça, c'est insupportable. Et ça existe encore, en fait, au quotidien. Alors ça m'arrive plus maintenant. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais consultante, d'avoir préparé des projets, d'avoir préparé un projet, d'avoir bossé comme une malade. Et en fait, le client se retourne vers le collègue masculin en lui disant bravo pour votre travail. Et tout le résultat du travail que j'ai réalisé est attribué à mon collègue masculin. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire, je lisais beaucoup de BD, et dans les BD c'était quand même très masculin. Le premier truc qui m'a marqué, c'était ma maman qui m'avait prêté le bouquin, le journal d'Anne Frank. Et je m'étais dit, mais elle était quand même elle était jeune. Comment elle a eu le courage de trouver la force de raconter ce qu'elle vivait aussi bien, trouver les mots et de l'écrire, alors même que c'était juste, c'était juste l'horreur ce qu'elle vivait. Là, je me suis dit, comme j'adorais lire, je me suis dit, mais en fait, il faut raconter, faut dire, faut créer des récits. Donc, vous voyez, ça, c'est la première image qui m'est venue. Ensuite, j'ai eu une période Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, enfin, j'étais vraiment en totale admiration, vraiment les grosses figures féministes où là, on se sent toute petite, mais à la fois on se sent comme guidée par elles. Après, j'ai découvert des chercheuses qui m'ont beaucoup appris sur le monde du travail. Je pense à Dominique Méda,
qui travaille sur beaucoup les organisations du travail. Et alors ce qui me passionne le plus, c'est la fiction, bien entendu. Depuis ses débuts, je regarde beaucoup ce que faisait Pénélope Bagieux, qui a eu vraiment une grosse évolution entre son premier blog ultra personnel où elle racontait sa petite vie. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle donne de la place aux femmes aussi qui étaient squeezées dans l'histoire. J'ai trouvé que c'était un travail qui était très malin et qui était très bien pour les petites filles et les petits mecs, parce que franchement, moi j'ai hâte que mon fils puisse lire des contenus comme ça, en fait. Il y a une femme qui m'a beaucoup marquée, que vous connaissez sans doute, Chimamanda Ngozi Adichie. Alors moi je l'ai découverte quand elle a sorti Americana. J'avais pas lu ce qu'elle avait fait avant. Mais voilà, le parcours de cette femme et ce qu'elle raconte dans Americana, donc voilà, cette jeune femme qui arrive aux États-Unis, qui est noire, qui est complètement perdue et qui va essayer de trouver sa place dans un monde qui n'est pas fait pour elle. Donc pareil, il y a une espèce de projection sur la question de la place. Voilà, pareil, Annie Ernaux, pour moi, son œuvre, elle est incroyable. Aussi, des séries qui m'ont beaucoup inspirée, j'ai adoré, mais vraiment adoré, j'avais trop envie d'être son amie. C'est Borgen, c'est sur le Danemark, et la montée au pouvoir d'une première ministre femme. L'actrice c'est incroyable, mais le rôle, le personnage, il est flamboyant, parce que c'est vraiment les fragilités, à la fois la puissance extrême de cette femme, et ses fragilités aussi, ses failles, et montrer que c'est pas parce qu'on a des fragilités que en fait on n'est pas capable de soulever des montagnes, de manière très personnelle. Moi je vous ai parlé du milieu d'où je venais, mais en fait ma grand-mère elle vient d'Ukraine, et l'Ukraine elle a fui l'Ukraine avec sa famille parce que l'Ukraine était poussée à la famine par les Russes, hein, comme quoi l'histoire a toujours beaucoup à nous apprendre. Et elle s'est installée en France, elle a dû changer de prénom parce que il fallait franciser. En fait, ma grand-mère, elle n'a pas fait d'études, mais par contre, elle a toujours lutté pour avoir une indépendance financière, ce qui n'était quand même pas une mince affaire à l'époque. Toujours bossé, même quand elle a été mère de 3 enfants, dont mère de ma mère. Et je crois que c'est elle, quand elle a éduqué ma mère, non pas comme une fille, mais comme un enfant, quoi. Et toujours dans cette idée, soit autonome. Alors, elle avait l'obsession de l'autonomie financière, puisqu'elle a connu l'extrême pauvreté et précarité, hein, la famine. Mais aussi l'autonomie et l'indépendance d'esprit. Et je crois que c'est ça aussi, c'est un peu dans le quotidien. Il y a des grandes figures, et puis il y a aussi ces petites personnes autour de nous qui jouent des rôles, qui sèment des graines, et qui font que, voilà, c'était quand même c'était chouette à l'époque qu'elle soit elle autonome complètement, qu'elle mène sa carrière malgré ses 3 enfants, et qu'elle éduque ses enfants comme elle l'a fait, de sorte à ce que ma mère nous éduque comme elle l'a fait, de sorte à ce que j'éduque peut-être bien mon fils, si j'y arrive.